Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc si vous voulez, on a utilisé l'interpréteur par défaut de Python. Donc ça nous a permis déjà de, si vous voulez, d'utiliser des variables, d'écrire quelques structures de contrôle, d'écrire des sous-programmes et tout ce que vous voulez. Donc si vous voulez, jusqu'à maintenant, l'outil de base, donc l'interpréteur, c'était un outil, on va dire simple à utiliser, interactif, où il fallait écrire et faire l'exécution au fur et à mesure, en même temps si vous voulez. Donc ça, c'est très très bien, mais si vous voulez, l'inconvénient majeur de l'utilisation de l'interpréteur, vous allez le voir maintenant. Donc ça, c'était l'interpréteur que j'ai utilisé, par exemple, pour écrire les programmes, si vous voulez, précédemment. Si maintenant, par exemple, je ferme cet interpréteur, et je le relance, on va dire de nouveau, donc bien évidemment, comme moi j'ai déjà installé Anaconda, donc je vais aller sur Anaconda, interpréteur, donc je vais essayer donc de le relancer. Bien évidemment, il faut réécrire, réécrire Python. Et donc ça c'est l'interpréteur que j'ai. Si vous avez bien remarqué, j'ai aucune trace de tout ce que j'ai écrit auparavant. Et ça c'est vraiment l'inconvénient majeur de l'utilisation de l'interpréteur, si vous voulez, de Python, l'interpréteur par défaut. Et ça, si vous voulez, c'est un inconvénient majeur. Donc, j'ai rien comme variable. Par exemple, la fois passée, j'ai utilisé une variable qui s'appelait A. Par exemple, maintenant, si je fais type A, pour par exemple récupérer le type de la variable A, et il va me dire que le A n'est pas défini. Donc là, si vous voulez, il a relancé une nouvelle session, et si vous voulez, avec une nouvelle session, donc je vais tout perdre. Donc toutes les variables, toutes les structures de contrôle que j'ai déjà écrites la dernière fois, toutes les fonctions, tous les sous-programmes, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'embêtant. Donc c'est pour ça, à partir de maintenant, on va parler, si vous voulez, il y a un concept au niveau de Python, donc c'est un concept qui s'appelle module, qui va permettre, si vous voulez, déjà de pouvoir sauvegarder des programmes écrits en Python. Et un programme en Python, si vous voulez, c'est quoi à la fin? Donc c'est un ensemble de définitions de classes. On verra après la notion de classe. Donc c'est un ensemble de définitions de fonctions, d'instructions, de variables. Et ça, si vous voulez, c'est le moyen qui va nous permettre donc de sauvegarder des programmes Python avec l'extension, bien sûr, sauvegarder un programme sous un fichier, donc avec l'extension .py. Si vous voulez ça, on ne va pas le faire sur l'interpréteur par défaut parce que ça va être vraiment très compliqué et pas très simple à faire. C'est pour ça que je vous invite dès maintenant. Donc dès maintenant, on va essayer d'utiliser vraiment la suite logicielle Anaconda et on va donc utiliser précisément donc on va dire le logiciel qui va nous permettre toujours de programmer en Python, mais vous allez voir avec une façon beaucoup plus simple, si vous voulez. Donc là, je vous invite à lancer Spider. Donc moi, je l'ai déjà lancé parce que quand même, ça prend un petit peu de temps. Donc elle est là. Donc ça, c'est le logiciel Spider qu'on va utiliser à partir ou bien dès maintenant, bien évidemment. Donc pour à la fois sauvegarder des programmes Python avec l'extension .py, donc pi, et également avoir le fameux interpréteur. Et si vous voulez le fameux interpréteur, vous allez avoir ici, donc c'est à droite en bas. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est l'interpréteur. C'est l'interpréteur par défaut. Donc là, par exemple, il suffit d'écrire A égale 0. Donc là, j'ai fait une affectation. Donc j'appuie sur la touche Entrée. Donc ici, sur cette partie, on va travailler exactement de la même façon qu'avec l'interpréteur par défaut qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Donc par exemple maintenant si je veux afficher la valeur de A, donc il suffit d'écrire A et donc d'appuyer sur la touche Entrée. Donc là il a affiché la valeur de la variable A, si vous voulez. Donc ça, ce que vous voyez ici, donc c'est ce qu'on appelle également le console, c'est l'interpréteur par défaut. Donc pour ça, il n'y a aucun changement par rapport à tout ce qu'on a fait, si vous voulez, plus ou moins avec l'interpréteur qu'on utilise jusqu'à maintenant.
Et puis donc sur la partie, donc vous voyez ici, donc la partie donc à droite en haut, parmi les particularités donc de logiciel Spider, c'est qu'en allant sur explorateur de variables, elle va vous afficher toutes les variables déclarées ou utilisées dans l'interpréteur. Donc là déjà au niveau de l'interpréteur, on vous dit qu'il y a une variable qui s'appelle A de type int avec la valeur 0. Si maintenant par exemple je fais ch égale bioinformatique, donc une chaîne de caractères, je suis entré. Donc là, j'ai déclaré ou j'ai défini une variable ch de type chaîne de caractères et ça, c'est on va dire son contenu. Donc, cette variable va être ajoutée au niveau de l'explorateur de variables. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit plus qui va vous permettre quand même d'avoir une idée sur toutes les variables plus ou moins définies au niveau de, si vous voulez, au niveau du console ou bien au niveau de l'interpréteur par défaut. Le petit plus, on va dire le petit plus au niveau de Spider, et c'est ce que j'ai commencé à évoquer au niveau donc de diapositive. Donc c'est ce qu'on appelle la notion du module. Donc si vous voulez, Spider sur la partie gauche va nous permettre donc de sauvegarder des programmes Python avec quelle extension? C'est l'extension donc .py. Donc là par exemple, et bien évidemment là on vous donne un exemple. Donc ça c'est un exemple sur un module, et à l'intérieur de ce module on va avoir juste une seule fonction, donc qui reçoit en argument une chaîne de caractères qui va donc une chaîne de caractères supposée ADN qu'elle va plus ou moins convertir en ARN. Donc tout ce qu'il va faire, si vous voulez, c'est qu'il va garder toutes les bases et va remplacer la base T par la base U, donc T par l'uracile. Donc bien évidemment ça je pourrais le faire autrement, mais bon, ça c'est un exemple, et ça bien évidemment je peux le faire si vous voulez très facilement. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc là par exemple, bien évidemment j'ai le choix, soit donc j'ai déjà un fichier si vous voulez par défaut qui s'appelle temp.py, donc temp c'est pour temporary, ou bien je pouvais si vous voulez créer un nouveau fichier. Donc je vais essayer de créer un nouveau fichier, donc pour l'instant qui n'est pas sauvegardé, tout ce que vous voulez. Mais bon, donc je vais essayer donc tout ce que je vais essayer donc de faire, donc c'est plus ou moins donc définir une fonction avec cette forme. Donc je vais essayer donc quand même de faire ça rapidement. Bien évidemment là, ce que j'ai présenté c'est vraiment la base. Bien évidemment après, vous avez pas mal d'options qu'on va essayer au niveau du menu, qu'on va essayer donc de développer ou de présenter à chaque fois. Donc là je vais définir une nouvelle fonction, donc je vais faire def, donc je vais plus ou moins réécrire la fonction que vous voyez ici, donc def convertir ADN en ARN avec un seul argument, je vais appeler sec ADN, donc c'est la séquence d'ADN, donc qui est un argument, un paramètre pour cette fonction si vous voulez. Et là je fais bien évidemment deux points, je clique sur, ou j'appuie sur la touche entrée. Et là si vous voulez la particularité déjà, je ne sais pas si vous voyez ça, c'est que donc sur cette partie, le Spider plus ou moins reconnaît qu'il s'agit ici d'une fonction qu'il fallait peut-être décaler l'écriture vers la droite. Donc je vous rappelle que l'indentation, c'est-à-dire le fait de décaler l'écriture à chaque fois vers la droite pour indiquer le début d'un bloc d'instruction, que ce soit au moment de la définition d'une fonction ou bien au moment de la définition d'un bloc d'instruction dans une structure de contrôle. Donc là, il le fait plus ou moins automatiquement. Donc moi, j'ai rien fait, donc je refais. Donc je suis là. Une fois j'appuie sur la touche entrée, donc il va déjà ajouter une tabulation. Je vous ai dit que l'indentation, généralement, ça se fait soit par
le décalage vers la droite se fait en ajoutant un espace, par exemple c'est ce qu'on a fait sur l'interpréteur par défaut, ou bien par une tabulation que Spyder plus ou moins considère la tabulation comme une indentation, donc c'est pour indiquer déjà le début de la définition d'une fonction. Donc là, je continue, donc je fais sec ARN, et je fais, donc là, le fait donc d'écrire ça comme ça, c'est-à-dire je suis en train de définir ou bien créer une liste, mais qui va être vide pour l'instant. J'ai pas mis d'éléments à l'intérieur. Donc pour l'instant, sec ARN, c'est une liste vide. Donc juste après, donc je vais introduire la structure de contrôle for, et si vous voulez, à chaque fois que vous introduisez des choses donc à ce niveau-là, si vous voulez, Spyder va vous proposer des choses. Par exemple là, le fait d'écrire for, donc déjà il y a une fonction qui s'appelle format qui va recevoir deux paramètres. Après il y a format, c'est un mot-clé, et puis il y a un format, c'est pour structure de contrôle, et après on vous explique. Donc si vous voulez, ça c'est quand même un outil très interactif qui va vraiment vous aider à écrire le programme et éviter surtout les erreurs de syntaxe. Une chose qui n'était pas possible avec l'interpréteur par défaut, à part le fait d'utiliser par exemple help entre parenthèses quelque chose, c'est vraiment, c'était un outil pas du tout interactif, qui n'aidait pas vraiment à éviter les erreurs. Une chose qui va être plus ou moins agréable avec Spyder. Donc là, je vais faire for, et le i va varier, donc range va varier donc de 0. Et là, par exemple pour range, donc c'est une fonction, et on vous donne une description sur cette fonction. Quels sont les paramètres qu'elle va recevoir, à quoi ça sert, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose quand même de très agréable, donc on peut retrouver sur Spyder. Donc là on va dire entre 0 et la longueur, donc ln, la même chose, donc ln, len, donc sec ADN. Et donc là, le fait également de commencer à écrire le nom d'une variable, donc il va vous proposer les noms de variables qui existent. Donc par exemple, le fait de faire sec, je fais A, elle va me dire qu'il y a une variable qui s'appelle sec ADN, il y a une autre qui s'appelle sec ARN, si vous voulez. Donc moi, je vais choisir sec ADN, selon le programme que j'ai ici. Donc, je vais faire 2 points. Avec 2 points, elle va décaler l'écriture automatiquement vers la droite. Donc, if sec ADN sur la IM position correspond, s'il est égal à la lettre T, alors sur sec ARN, on va ajouter, donc on va faire append, donc c'est point, append, et donc là, avant append, le fait de faire point et de faire contrôle espace, elle va vous afficher toutes les fonctions et toutes les variables, si vous voulez, les attributs. Ça c'est de la programmation orientée objet qu'on va aborder plus tard, mais bon, au moins elle va vous afficher toutes les fonctions qu'on peut appliquer sur cette liste. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la fonction append, qui permet d'ajouter un élément à la fin. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter ici? Je vais ajouter le U. Et par exemple, regardez, le fait d'ajouter apostrophe pour bien évidemment mettre un caractère ou bien un caractère ici, le fait de cliquer sur une seule fois sur apostrophe, il va ajouter la deuxième automatiquement, parce qu'il a reconnu qu'il s'agit ici d'une chaîne de caractères. Donc il y a 2 guillemets ou bien 2 apostrophes, une au début et l'autre à la fin. Donc là je vais faire U en majuscule, et donc je reviens à la ligne. Bien évidemment ici je dois faire attention, là je vais pas, au niveau du bloc d'instruction qui fait partie du if, donc j'ai une seule instruction, donc je vais revenir à gauche, donc je vais écrire else dans le cas contraire. Dans le cas contraire, donc sec
ARN. Donc je vais lui ajouter un élément à la fin qui va être le même que sur sec ADN. Donc il ne va y avoir aucune modification sur les autres bases. Donc je vais les garder telles qu'elles sont. Donc je vais faire I. Et puis à la fin, donc là je dois faire attention, par moment, il faut vraiment faire attention sur l'indentation. Par exemple, si j'écris ici le return quelque chose, donc le return il va se faire uniquement si on est dans le else. Par contre, si je reviens sur le niveau de la fonction, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire le return, il va se faire, donc si vous voulez, indépendamment de for et indépendamment de else. Donc là, je vais faire return, à la fin, qu'est-ce que je vais renvoyer? Qu'est-ce que cette fonction va renvoyer? Elle va renvoyer la chaîne sec ARN, si vous voulez. Comme ça. Donc là, pratiquement, j'ai terminé l'écriture de, si vous voulez, l'écriture de cette fonction. Maintenant, je vais essayer donc de la sauvegarder. Donc, bien évidemment, vous avez ici un donc, icône pour enregistrer un fichier. Donc, c'est ce que je vais faire. Et donc là, je vais utiliser le même nom. Donc, je vais utiliser ADN. Donc, je vais sauvegarder ADN. Donc, je vais l'enregistrer, on va dire, sur donc je l'ai enregistré sur le dossier qui m'a été présenté. Si vous voulez, le dossier par défaut, c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est C, users et Adel. Donc Adel, c'est le nom de compte, si vous voulez, avec lequel je me connecte à cet ordinateur. Donc pour l'instant, donc si vous voulez là, je viens d'écrire et de sauvegarder mon premier module. Donc c'est le nom de module, c'est le nom de fichier, donc c'est ADN. L'extension c'est .py, donc c'est le début de mot Python. Et puis à l'intérieur, ici, j'ai juste la définition d'une fonction. Bien évidemment, je peux ajouter d'autres instructions, je peux ajouter la définition de classe, je peux ajouter des instructions, je peux ajouter des structures de contrôle indépendamment, si vous voulez, de cette fonction, et ainsi de suite. Pour l'instant, c'est ce que je viens de faire. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est comment écrire et enregistrer un module. Bien évidemment, une chose que j'ai pas encore abordée, c'est avant de pouvoir utiliser un module, il faut l'importer. Et ça, si vous voulez, ça rejoint un petit peu l'idée qu'on a développée, par exemple, avec les sous-fonctions, ou bien avec les sous-programmes, pardon, ou bien avec les fonctions. On peut pas appeler une fonction, on peut pas appeler un sous-programme avant qu'il soit défini. Ici, pour les modules, c'est à peu près la même logique, c'est que je ne peux pas utiliser un module avant qu'elle soit importée. Alors, la question qui va se poser juste après, c'est comment importer un module. Et si vous voulez, vous allez voir les exemples de modules. Tout ce qu'on écrit, si vous voulez, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on développe en Python, ça va être des modules. Donc, alors, pour importer un module, il y a un mot-clé qu'on va utiliser, c'est le mot import. Import, c'est pour importer. Si vous faites import et le nom de module, donc j'ai dit le nom de module, c'est le nom de fichier. Si vous faites import le nom de module, cela veut dire que vous allez importer tout ce que vous allez avoir sur le module. Donc là, par exemple, le fait. Donc là, maintenant, je vais fermer cet interpréteur par défaut que je vais utiliser plus utiliser à partir de maintenant. Donc à partir de maintenant, je vais essayer d'utiliser, si vous voulez, l'interpréteur. Au niveau de l'interpréteur, si vous voulez, au niveau de console, on va faire import et donc import et puis espace et puis on va mettre le nom du module. Donc le nom du module, c'est le nom du fichier utilisé pour sauvegarder le module. Donc c'est import ADN. Donc j'ai fait entrer. Donc là, si vous voulez, plus ou moins, il a importé tout ce qui existe, tout ce qui existe sur ce module. J'ai rien précisé. Donc maintenant, si je veux utiliser une fonction qui fait partie à ce module, il suffit donc de faire ADN, donc c'est le nom de module, point. Donc je fais point. Et puis, donc là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser donc la fonction convertir ADN en
ARN, et puis entre parenthèses, je vais mettre l'argument, ou bien le paramètre. Donc là, le paramètre, c'est plus ou moins la séquence ADN que je veux convertir en ARN. Par exemple, je vais mettre on va dire une séquence ADN quelconque. Donc une séquence ADN, donc elle est composée de 4 bases, de 4 lettres, T, C, G, A. Je vais faire T, C, G, A. Et C, par exemple. Et donc là, je clique sur et après, là, on me signale une erreur. Qu'est-ce qu'on me dit? Le modèle ADN n'a pas une fonction qui s'appelle convertir ADN en ARN. À votre avis, pourquoi ce problème? Parce que là, donc apparemment, j'ai une erreur. Donc on me dit au niveau du modèle ADN qu'il n'y a pas un attribut ou bien une fonction qui porte ce nom. Donc là, quand même, je dois revérifier. Et là, je me rends compte, je ne sais pas si vous voyez ça, ici, sur le module, j'ai pas utilisé la fonction convertir ADN en ARN, mais on va dire par erreur, j'ai écrit convertir ADN en ARN. Donc là, j'ai le choix, si vous voulez, de faire l'une des options. Soit ici, je corrige le nom, donc je vais écrire le nom tel qu'il est utilisé sur le module, ou bien sur le module, quand même, je dois rectifier ça. Donc je préfère quand même la deuxième option pour vraiment garder l'exemple que j'ai ici. Donc là, sur le module, je vais faire convertir. Probablement vous, en me suivant, probablement vous n'avez pas fait cette erreur, mais quand même là, vous voyez que on doit vraiment respecter le nom de fonction. Donc là, je vais faire convertir ADN en ARN. Donc là, je vais sauvegarder, il n'y a pas de problème, et je vais refaire ce que j'ai écrit tout à l'heure. Et là, ça marche. Donc là, vous voyez que une fois cette erreur, on va dire qui n'était pas voulue, une fois corrigée, donc là, on m'affiche la valeur renvoyée. Donc ça, c'est le résultat renvoyé par la fonction. Donc là, cette fois-ci, en écrivant ADN point la fonction que je veux utiliser, donc qui existe ou bien qui se trouve sur le module ADN, donc c'est ce que je vais avoir comme résultat. Et bien évidemment, la conversion consiste à remplacer chaque T par un U. Donc T, ADN, c'est le latinime, U sur un ARN, donc c'est le racine. Donc si je vérifie, c'est ce que j'ai ici, c'est exactement ce que j'ai ici. Donc ça, c'est le résultat renvoyé. Bien évidemment, je pouvais mettre le résultat renvoyé dans une variable. Par exemple, je vais faire L, pour dire liste, et je vais faire ADN. Cette fois-ci, donc, je vais garder le résultat dans une variable. Tout à l'heure, je ne l'ai pas gardé dans une variable. Donc, je vais faire ADN.convertir ADN en ARN. Par exemple, je vais utiliser la même séquence. Il suffit de faire copier-coller. Donc là, vous voyez quand même, c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus simple que l'interpréteur par défaut. Donc c'est vraiment ça, Spider, ça me facilite plus ou moins la vie. Alors, donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc je fais toujours, donc j'appuie sur la touche entrée et donc là, j'exécute plus ou moins cette fonction qui se trouve sur le module ADN. Et donc là, le résultat renvoyé par cette fonction, cette fois-ci, est compris dans la liste donc, qui porte le nom L. Donc là, et bien évidemment, je pouvais vérifier que j'ai les bonnes variables avec les bonnes valeurs sur cette fenêtre donc qui se trouve à la droite en haut. Donc là, vous avez la liste de toutes les variables que j'ai plus ou moins utilisées, déclarées à partir de l'interprétant. J'ai les variables A et CH que j'ai introduit tout à l'heure, et puis j'ai la variable N de type liste avec ces valeurs. Là, vous voyez donc toutes les valeurs. Donc ça, c'est vraiment comment écrire, sauvegarder et utiliser un module. Et si vous voulez, donc jusqu'à maintenant, j'ai utilisé l'interpréteur plus ou moins pour lancer une fonction qui se trouve dans un module, mais bien évidemment, un module peut appeler une fonction dans un autre module. Donc,
on peut faire les choses bien évidemment en cascade. Donc au niveau d'un module bien particulier, je vais appeler une fonction d'un autre module et cette fonction va appeler une autre fonction d'un autre module et ainsi de suite. Bien évidemment, pour pouvoir faire ça, éviter des erreurs, il faut à chaque fois importer le module concerné. Alors si maintenant au niveau de l'importation, je veux importer une fonction en particulier, ou bien une variable, un attribut, un objet, une classe, bien évidemment, je peux préciser cela en suivant ce que vous voyez ici. Donc, pour importer, par exemple, une fonction particulière à partir d'un module, parce que tout à l'heure, le fait d'écrire import ADN, donc j'ai importé tout ce qui se trouve sur ce module. Si maintenant je veux avoir je veux vraiment avoir une précision, si je veux importer juste une fonction bien particulière, c'est vraiment cette syntaxe qu'il faut utiliser. Donc il faut faire from, après c'est le nom module, après c'est import, et après il faut indiquer plus ou moins le nom de la fonction. Donc je vais essayer de faire la même chose, plus ou moins, toujours avec le même module, mais cette fois-ci, je vais préciser. Donc là, je vais faire from. Donc from, c'est pour dire à partir. Donc du module ADN, import. Donc la fonction. Donc là, par exemple, je vais préciser, convertir ADN en ARN. Et je clique sur le bouton ou bien la touche, j'appuie sur la touche entrée, bien évidemment, pour exécuter cette importation. Donc là, je l'ai importé. Maintenant, si je veux utiliser la fonction convertir ADN en ARN, je ne vais pas utiliser, pour appeler cette fonction, je ne vais pas utiliser la syntaxe de tout à l'heure, mais là, je vais pouvoir appeler la fonction directement par son nom. Je n'ai pas besoin de préciser son module, parce que j'ai déjà importé la fonction, on va dire, en question. C'est par exemple maintenant, donc je vais essayer de suivre ce que vous avez sur la diapositive. Donc là, je vais déclarer une variable sec, donc qui est égale, on va dire, donc je vais faire, on va dire une séquence ADN quelconque. Et là, donc je vais appeler convertir. Donc là, je vais faire sec ARN égale, donc dans sec ARN, je vais mettre le résultat, donc le résultat de l'appel de cette fonction. Donc je vais faire, cette fois-ci, pour l'appel, je vais faire convertir ADN en ARN. Donc le fait d'importer une fonction bien particulière, cela va me permettre de l'appeler directement sans faire ADN point. Donc là, je vais faire convertir ADN en ARN. Donc je vais convertir quoi? Je vais faire, et là vous voyez, il a reconnu la fonction en question, et même il me précise qu'il y a un seul paramètre, que cette fonction va prendre un seul argument et un seul paramètre. Donc là je vais mettre la variable sec, et je vais l'exécuter. Donc là, c'est bon, j'ai appelé la fonction avec cette deuxième méthode d'importation. Donc là, le contenu de la variable sec ARN, elle est là. Donc là, vous voyez, il vient d'ajouter le sec, donc c'est on va dire la séquence ADN que j'ai définie et déclarée ici. Et puis sec ARN, donc c'est le résultat de cette fonction. Donc la fonction, c'est convertir ADN, et cette fois-ci, je pouvais l'appeler de cette façon-là, parce que au moment de l'importation, j'ai bien précisé la fonction que je vais utiliser par la suite. Donc si vous voulez, au niveau de l'importation, j'ai deux possibilités. Là, je répète plus ou moins, c'est que, première méthode, c'est que je vais importer tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce module, c'est en faisant import le nom de module. Et puis au niveau de l'appel, je vais faire ADN point le nom de la fonction. Deuxième méthode, si je suis sûr de ce que je vais utiliser, je vais faire from, donc c'est le nom de module, import le nom de fonction. Et sur cet exemple, donc là vous voyez comment faire les choses ou bien en suivant plus ou moins la deuxième méthode, si vous voulez. Alors,
Donc ça, c'est plus ou moins donc comment écrire, sauvegarder et utiliser un module. Et vous allez voir, tout ce qu'on va utiliser sur Python va être, je voulais, la mention, bien le concept de module, c'est le concept qui va nous permettre de sauvegarder, d'utiliser des programmes Python. Bien évidemment, à l'intérieur, on peut trouver soit des fonctions, soit la définition de classe, d'objets, de variables, et ainsi de suite. Alors là, bien évidemment, sur le... Non, ça j'y reviens tout à l'heure. Donc là, une question qui peut se poser, et ça, si vous voulez, ça va avoir une certaine probablement comparaison avec le langage C ou C++. Si vous vous rappelez bien, sur le langage C et C++, pour que notre programme soit exécutable, il y a une fonction particulière que notre programme doit comporter. Une fonction en particulier, c'était la fonction main. Main pour dire principal. Et si vous voulez, Python, de façon plus ou moins similaire, pour que votre module soit exécutable, donc il y a juste une partie qu'on doit ajouter, il y a une petite partie qu'on doit ajouter à la fin d'un module pour qu'elle soit exécutable. Vous allez mieux comprendre. Donc, si vous voulez, pour rendre votre module exécutable, il faut ajouter la ligne suivante. C'est la ligne if, après 2-8 name, 2-8 égale, donc égal c'est if, donc c'est deux fois le caractère égal, et une chaîne de caractères main, et après vous allez introduire tout ce que vous voulez à l'intérieur de cette structure de contrôle. Et ça, si vous voulez, c'est plus ou moins l'équivalent de la fonction main en C. Et si vous voulez, avec cette façon-là, vous allez pouvoir exécuter un module à partir de la ligne de commande ou bien à partir de console de votre système d'exploitation. Là, bien évidemment, on va essayer de faire un petit test. On va toujours travailler sur le même module qu'on va essayer de rendre exécutable. Donc là, on nous dit qu'il faut ajouter au moins cette ligne à la fin. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. C'est que, donc ici, je vais faire if, donc on va dire underscore deux fois, donc avec la touche 8, deux fois, main, comme ça, égal, chaîne de caractères, à l'intérieur, non, donc là c'est main, pardon, je fais main, donc suivant ce qui est affiché déjà sur la diapositive, donc c'est main, égal, donc deux underscore main, deux underscore, comme ça, donc deux points, je fais entrer. Donc tout ce que je vais, donc ça si vous voulez, ça remplace plus ou moins le main, c'est équivalent au main de C. Donc ça c'est le point d'entrée de notre module, parce que bien évidemment, si vous ne précisez pas cela, et imaginons que vous allez avoir plein d'instructions, plein de fonctions, et ainsi de suite, au moment de l'exécution, au moment où vous allez plus ou moins vouloir exécuter votre module, bien évidemment, Python ne va pas, si vous voulez, savoir où elle va commencer. Elle ne va pas trouver l'entrée principale. Et je vous rappelle que, par exemple, pour le C et C++, le main, c'était la porte principale, on va dire, d'un programme en particulier en C. Donc, ici, d'une façon, on va dire, équivalente, sur Python, le fait d'écrire cette ligne, donc tout ce que vous allez écrire à l'intérieur du if, va être considéré comme la fonction main. Donc là, au niveau de la fonction main, alors qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai un input, donc je vais essayer de lire une séquence à partir du clavier. Je vais appeler une fonction, donc la fonction qui se trouve sur le même module, donc j'ai pas besoin d'ajouter un import parce que je vais utiliser une fonction qui est définie sur le même module. Et puis à la fin, je vais afficher le résultat.
Donc ça, si vous voulez, ça, je peux faire ça, par exemple, pour que mon module soit beaucoup plus interactif, dans le sens où c'est l'utilisateur qui va définir plus ou moins à chaque fois l'entrée, ou bien les entrées, donc il va utiliser pour que le programme puisse fonctionner correctement. Donc là, je vais faire dans sec1, donc dans sec1, c'est la séquence que je vais lire à partir du clavier. Donc je vais faire input et je vais afficher un petit message en disant, bien en affichant le message suivant, entrer une séquence d'ADN. Entrer une séquence ADN. Donc une séquence ADN. Après, donc dans sec2, je vais mettre le résultat de convertir. Et donc là, vous voyez, il vraiment vous propose. Donc c'est la fonction convertir. Et donc ici, je vais pas faire sec ADN, mais je vais faire sec1. C'est le plus ou moins, c'est ce que l'utilisateur va introduire à partir du clavier. Et à la fin, donc je vais faire print le résultat. Donc le résultat va se trouver sur la variable sec2. Je vous rappelle un petit peu ici et également la règle LGI qu'on a déjà abordée la dernière fois pour faire la différence entre une variable locale, une variable globale et une variable interne. Par exemple ici, si je reviens à la fonction sec_AN et sec_ADN, donc ce sont des variables locales. Par exemple, tout ce que j'ai déclaré ici au niveau de l'interpréteur, donc ce sont des variables, si vous voulez, globales. Et la même chose ici, donc sec1, sec2, donc ce sont des variables locales à ce module. Donc là, j'ai pratiquement terminé. Alors, essayons maintenant à partir de la ligne de commande. Voyons, est-ce que déjà c'est simple de... Ouais. Donc je vais faire ligne de commande. Avant cela, je voulais vraiment tester ça. Donc là, vous voyez, bien évidemment, je peux lancer ce module exécutable à partir de ce que vous voyez ici. Donc avec cette icône donc, qui est plus ou moins, on va dire, une flèche verte, c'est pour pouvoir exécuter le fichier que vous avez ici. Donc là déjà, donc là vous voyez, donc ça c'est le point d'entrée. Donc il a exécuté la première instruction. Donc il a demandé, donc le programme demande à l'utilisateur d'introduire une séquence d'ADN. Donc c'est ce que je fais. Et après le fait d'appuyer sur entrée, donc on va continuer l'exécution. Donc il va appeler cette fonction et à la fin il va afficher un résultat. Donc en faisant ça, donc il a affiché le résultat. Donc le résultat vous l'avez ici. Bien évidemment, je pouvais sur print, je pouvais faire par exemple un petit message avant. En faisant ça, la séquence, par exemple en écrivant un petit message, la séquence ARN équivalente, par exemple, donc je sauvegarde, et je refais. Donc alors, faisons ça. Donc là, par exemple, il a ajouté un petit message avant, et ainsi de suite. Donc là, si vous voulez, donc cette ligne me permet plus ou moins de rendre mon module exécutable, c'est-à-dire que je peux l'exécuter soit à partir donc de console, bien évidemment sur Spider, parce que si vous voulez, il y a des choses qui sont invisibles, qui se font derrière, je ne vais pas vraiment rentrer en détail, ou bien de lancer cette module à partir de la ligne de commande, ou bien à partir de console du système d'exploitation. Donc ça, si vous voulez,
je pouvais le faire également. Et ça, si vous voulez, ça me permet d'avoir un point d'entrée, si vous voulez, à mon module. Donc tout ce qui va, donc si vous voulez, Python ou bien l'interpréteur, une fois elle va exécuter ce module, si vous voulez, bien évidemment, il va commencer par ce que vous voyez ici, donc par tout ce qui est à l'intérieur de cette structure de contrôle. Donc if name égale main, c'est-à-dire on est plus ou moins à un niveau équivalent de la fonction main de C, bien de C++, si vous voulez. Alors, donc bien sûr bloc d'instruction donc à exécuter lors du lancement du module. Alors, que fait la commande dire? Bien la fonction dire. On va essayer de faire hein, sur l'interpréteur, on va écrire dire, donc c'est une fonction, et entre parenthèses, donc, comme ça. Et donc ça c'est le résultat que vous voyez, donc en exécutant sur l'interpréteur, bien sûr le console, donc cette fonction dire, bien évidemment c'est une fonction sans argument. Et donc là vous avez en sortie, bien en résultat, vous allez avoir une liste qui comporte plusieurs éléments. Et chaque élément, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. À quoi ça peut correspondre, si vous voulez? Donc ça, si vous voulez, plus ou moins, il y a beaucoup de choses, mais ça, c'est plus ou moins toutes les variables, toutes les fonctions qui sont actuellement, à ce moment-là, dans cette session, qui sont déclarées. Donc, par exemple, je retrouve le module ADN, je retrouve la fonction convertir ADN et ARN que j'ai importé tout à l'heure. Je retrouve également plus ou moins les variables que je viens d'utiliser, sec, sec1, sec2, sec1, donc c'est toutes les variables plus ou moins que j'ai utilisées depuis tout à l'heure. C'est ch, bien évidemment, il y a d'autres. Donc ça, si vous voulez dire, c'est une fonction système, c'est une fonction prédéfinie sur Python qui me permet d'avoir le nom de toutes les variables, de toutes les fonctions, de tous les modules qui sont actuellement utilisés au niveau, bien sûr, la session courante. Mais bien évidemment, nous, on va pas vraiment s'en servir parce que si vous voulez sur Spider, je vous rappelle tout à l'heure, on avait l'explorateur de variables, donc il nous permettait plus ou moins d'avoir une idée déjà sur les variables. Et donc ça, si vous voulez, c'est quand même, on va dire, un aspect de Spider qui va faciliter plus ou moins la programmation au niveau sur Python. Donc tout ça, je ne vais pas vraiment l'aborder parce que ça, c'est vraiment, si vous voulez, si votre module ne se trouve pas sur le dossier courant. Parce que bien évidemment, donc là, le dossier plus ou moins courant, vous l'avez ici. Donc là, on vous dit, là, c'est très clair, ceci est le répertoire de travail utilisé pour une nouvelle console, pour l'explorateur de fichiers, pour la recherche dans les fichiers et pour les fichiers créés dans l'éditeur. Si par exemple maintenant, je définis, regardez, hein, si par exemple, regardez, si par exemple je fais un nouveau fichier, ou par exemple je vais faire une fonction qui s'appelle afficher avec un seul argument, message, et à l'intérieur de cette fonction je vais faire juste print, et donc je vais mettre un MSG ici. Et je sauvegarde ce fichier, cette fois-ci par exemple sur le bureau. Par exemple, je vais faire, alors je vais donner quel nom? Je vais par exemple faire test, le module test sur le bureau. Donc c'est bon. Alors, essayons maintenant par exemple de faire import test.
et il ne va pas reconnaître test parce que c'est tout à fait normal. Donc lui, quand il va chercher, on va dire le console ou bien l'interpréteur par défaut, il va chercher dans le répertoire de travail. Et le répertoire, si vous voulez, de travail, le répertoire courant, le dossier courant, donc vous allez avoir son chemin ici. Donc tous les modules qui ne se trouvent pas sur ce chemin-là, si vous voulez, sur ce dossier-là, vont être, on va dire, plus ou moins considérés comme des modules qui n'existent pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, si maintenant, par exemple, vous voulez ajouter un nouveau chemin sur le dossier courant, bien évidemment, vous devez utiliser cette méthode. Donc, il faut vraiment importer le module 6, donc c'est pour dire système, qui va vous permettre donc d'ajouter donc le chemin, le verrou sur une variable qui s'appelle path. Path, c'est le chemin. Et après, une fois vous faites from ADN import, donc si maintenant vous allez importer, par exemple, le module que je viens donc de faire test, cette fois-ci, l'interpréteur ou bien le console va reconnaître parce que si vous voulez, le chemin de ce module a été ajouté au chemin plus ou moins reconnu par le console ou bien par l'interpréteur. Donc c'est pour ça, nous, plus ou moins, pour être à l'aise et être sûr, je vous invite à chaque fois de sauvegarder, soit de faire un dossier en particulier, donc sur ce chemin par défaut, et le considérer comme un répertoire de travail, ou bien donc d'utiliser le chemin par défaut à chaque fois pour sauvegarder le module en question. Sinon, si vous voulez, le console ou l'interpréteur ne va pas reconnaître le module parce qu'il ne se trouve pas sur les dossiers ou bien sur les répertoires, sur les chemins déclarés par défaut sur le console ou bien sur l'interpréteur. Donc ça, c'est une méthode qui vous permet de faire ça, on va dire, tout simplement. Bien évidemment, en parlant de modules, il faut dire qu'il y a pas mal de modules qui sont prédéfinis. Sur Python, c'est pratiquement une notion qui existe également chez les autres langages de programmation. Et si vous voulez, ces modules prédéfinis sur Python, on pouvait les appeler bibliothèques standards. Si vous voulez, une bibliothèque standard, la bibliothèque standard sur Python, ce n'est qu'un ensemble de modules prédéfinis qui permettent bien évidemment que Python ait au moins les bases, les éléments de base pour qu'il puisse fonctionner bien évidemment. Et bien évidemment, l'utilisateur peut par la suite créer autant de modules, autant de classes, autant de types, on va dire, qu'il souhaite. Alors, bibliothèque standard, donc bien évidemment, il y a toutes les fonctions mathématiques dans un module qui s'appelle math. Donc, bien évidemment, il y a des fonctions, par exemple, des fonctions mathématiques, des fonctions genre cosinus, valeur absolue, tout ce que vous voulez. Donc toutes les fonctions mathématiques donc, sont contenues dans le, si vous voulez plus ou moins, dans le module math. Alors il y a bien évidemment d'autres modules. Un module qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, c'est le module 6. Il y a un autre module qui s'appelle OS, donc c'est pour Operating System. Donc ça, si vous voulez, donc ce sont deux modules également très utilisés et généralement ils sont importés. Au moins le OS il est importé plus ou moins par défaut, parce que là, en revenant tout à l'heure à la fonction dir qu'on a utilisée tout à l'heure, je refais dir. Alors sur dir. Oh non, c'était pas sur dire. Alors, c'était pas sur dire, mais bon. Donc là, bien évidemment, chaque fois, vous avez la possibilité d'utiliser toujours la fonction help qui fonctionne ici. Hein. Par exemple, le fait d'écrire help.
OS. Ah, donc il y a eu une erreur. Est-ce que help 6 marche? Tout à fait normal parce que ne sont pas reconnus. Donc si vous faites import OS et vous faites help OS, donc là on va vous afficher des choses sur le OS et on vous dit quelles sont les différentes variables ou bien les différentes fonctions qui font partie de ce module. Mais bon. Bien évidemment, il y a d'autres modules. Là, il y a d'autres modules qui font partie de la bibliothèque standard. Par exemple, tout ce qui est fonction statistique, que ce soit l'espérance mathématique, que ce soit la moyenne, les probabilités. Donc tout ça, vous pouvez le trouver sur un module qui s'appelle Statistics. Par exemple, si vous voulez faire des interfaces graphiques, une fenêtre, des boutons, ainsi de suite, c'est tpkinter. Et par exemple, parmi les modules qu'on peut utiliser, il y a un module qui s'appelle BioPython, qui va nous permettre, par exemple, de faire pas mal de traitements bioinformatiques. C'est un module qu'on va aborder pratiquement à la fin de ce chapitre. Mais ça, pour vous dire qu'il y a donc une bibliothèque standard. Une bibliothèque standard, ce n'est qu'un ensemble, bien évidemment, ce n'est qu'un ensemble de modules. Bien évidemment, donc, ce n'est qu'un ensemble de modules plus ou moins prédéfinis par Python. Un ensemble de modules ou bien des modules qui viennent par défaut avec Python. Donc, qu'on peut retrouver au niveau de l'interpréteur ou bien au niveau de console, que ce soit l'interpréteur par défaut ou bien sur le logiciel Spyder. Donc là, à la fin pratiquement de tout ce qui est module, je vous invite à faire un petit exercice et de plus ou moins définir un nouveau module qui s'appelle unknown function, et donc décrire la fonction. Donc ça, c'est une fonction, c'est fonction inconnue, et puis ça, c'est le plus ou moins pour que ce module soit exécutable. Donc je vous invite à plus ou moins lancer ce module pour voir le résultat. Maintenant, on va aborder un tout dernier concept du langage de programmation Python, qui est la programmation orientée objet. Et si vous voulez, c'est une approche de programmation qui n'est pas présente uniquement sur Python, mais si vous voulez, cette approche de la programmation orientée objet, on peut la retrouver dans des langages tels que C++, tels que Java, tels que C#. Pratiquement tous les langages de programmation moderne, si vous voulez, adoptent cette approche pour faire de la programmation. Alors, donc c'est exactement comme je viens de le dire, c'est une notion qu'on retrouve également sur C++, Java et C#. Donc si vous voulez, toute chose en Python, quand je dis toute chose, c'est-à-dire tout ce qui est variable, tout ce qui est type, tout ce qui est fonction, tout ce qu'on va utiliser en Python, c'est en quelque sorte, c'est de la programmation orientée objet et tout est objet. Vous allez mieux comprendre, on va dire, au fur et à mesure de mon explication. Alors, donc, tout type simple, que ce soit entier, réel, chaîne de caractères, ou bien type complexe ou avancé, tel que liste, tuple, dictionnaire, est réellement ce qu'on appelle une classe. Et chaque variable, parce que si vous voulez, on a l'habitude de dire une variable de tel type. Donc si vous voulez, ici, on va plus ou moins changer le paradigme, on va changer la terminologie, et à partir de maintenant, on va utiliser plus ou moins deux termes, on va dire nouveaux. C'est une classe, donc une classe remplace plus ou moins type, et puis un objet va remplacer plus ou moins une variable.
Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais déjà sur l'interpréteur, et une chose qu'on peut également faire maintenant sur le console ou bien sur l'interpréteur de logiciel Spider, regardez, si je fais par exemple A égale 5, c'est-à-dire je vais mettre la valeur 5 dans la variable A. Donc c'est en quelque sorte c'est une affectation. Donc je fais entrée, donc j'exécute cette instruction, et maintenant je vais essayer de récupérer le type de la variable A. Donc, pour récupérer le type de n'importe quelle variable, donc on a la fonction qui s'appelle type. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher int. Et si vous voulez là, donc là ça se voit pas trop, mais par exemple si je vais sur l'interpréteur par défaut, donc là je l'ai lancé, et je fais à peu près la même chose, donc une instruction d'affectation, et après je fais type A. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que le A, donc c'est une variable de la classe entier. Donc ça, si vous voulez, la notion de classe était quelque chose présent depuis le départ. Mais moi, au départ, bien évidemment, je ne voulais pas trop en parler, même si j'imagine que vous avez probablement vous avez déjà vu cette mention de la programmation orientée objet. Mais bon, moi au départ, je ne voulais pas trop parler de cette mention et je parlais beaucoup plus de variables et de types. Donc là, si vous voulez, à partir de maintenant, on va changer de paradigme, on va changer les termes. Et à partir de maintenant, donc, on va parler d'objet. Un objet va remplacer la notion de variable. Et puis, une classe va remplacer la notion de type. Et si vous voulez, tout ce qu'on va travailler avec sur Python va être des objets ou bien des classes. Alors, donc, je reviens au diapositive. Donc là, si je fais, que ce soit pour cet exemple que je viens de lancer ou bien pour l'autre, donc à chaque fois, on me dit que c'est la classe entier ou bien c'est la classe liste. Donc, si vous voulez, tous les types qu'on a déjà utilisés, ou bien tous les types qu'on pourra probablement définir dans le futur, vont être ce qu'on appelle une classe. Et puis, toutes les variables qu'on va utiliser, on va dire qu'on va les appeler désormais, dans l'approche de programmation aujourd'hui, on va les appeler des objets. Et donc ça, si vous voulez, plus ou moins, et vous allez voir qu'avec la notion de classe, la notion de type va plus ou moins évoluer. Vous allez voir que, par exemple, dans un type, on va pas uniquement retrouver, par exemple, dans une variable, pardon, on va pas uniquement retrouver une valeur, ou bien même plusieurs valeurs, mais par exemple, dans un objet, on peut trouver des fonctions. Et on peut trouver d'autres, si vous voulez, plus ou moins d'autres objets qu'on va appeler attributs, et ainsi de suite. Donc, c'est quoi une classe? Donc, une classe, c'est plus ou moins une manière abstraite pour représenter un objet. Et une classe, ça peut donc, plus ou moins, c'est un modèle, c'est un type de données, donc qui peut être prédéfini s'il vient avec Python. Donc, par exemple, tout ce qui est int, tout ce qui est list, tout ce qui est chaîne de caractères, donc ce sont des types ou bien des classes prédéfinies. Et bien évidemment, en tant qu'utilisateur, on va avoir la possibilité de définir de nouvelles classes, si vous voulez. Et donc, une classe peut à la fois encapsuler, c'est-à-dire contenir des attributs et des méthodes. Donc, les attributs, donc, ce sont des variables donc associées, dans lesquelles on va retrouver des valeurs. Et puis des méthodes, c'est les fameuses fonctions qu'on a déjà abordées auparavant. Donc si vous voulez, à l'intérieur d'une classe, donc on va retrouver des attributs. Donc là, vous voyez, le paradigme change un petit peu, mais bon, vous allez voir qu'on va rester vraiment pas loin de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si vous voulez, on utilisait depuis le départ l'approche de la programmation orientée objet, mais on l'a pas juste nommé, bien évidemment, pour éviter toute confusion et pour simplifier. Donc, une classe encapsule ou bien on va contenir des attributs
et des méthodes. Donc les attributs, donc ce sont des variables associées aux objets, et puis les méthodes, donc ce sont des fonctions associées aux objets. Et puis dans les méthodes, il y a deux méthodes spécifiques. Il y a ce qu'on appelle la méthode ou bien la fonction constructeur, et il y a la fonction destructeur. Et si vous voulez, la fonction constructeur, c'est la première fonction appelée après la création ou bien au moment de la création d'un objet. Et puis là, le destructeur, la fonction destructeur, c'est la dernière fonction appelée au moment de la destruction ou la suppression d'un objet. Alors, pour vous plus ou moins faciliter la compréhension, imaginons qu'on est devant une situation où on doit définir un nouveau type. Par exemple, un nouveau type qui va représenter un étudiant. Alors, un étudiant, parmi, si vous voulez, les caractéristiques d'un étudiant, donc on peut retrouver le nom et le prénom, on peut retrouver la date de naissance, il y a un numéro d'inscription, on peut rajouter bien évidemment une adresse, un numéro de téléphone, tout ce que vous voulez, mais bon, nous pour simplifier, on va garder donc uniquement ces plus ou moins ces attributs. Donc ça c'est ce qu'on appelle les attributs. On peut également retrouver des notes, par exemple des notes de module. Donc ça également on peut le considérer comme un attribut. Donc par exemple 4 attributs. Et puis on va définir une fonction qui à chaque fois va calculer, va faire quelque chose, donc va calculer la moyenne à partir des notes pour renvoyer un résultat qui va être la moyenne. Donc si vous voulez, par exemple pour le nom et le prénom, ça va être des chaînes de caractères, parce que ça va être composé de lettres. Et puis une date de naissance, ça va être plus ou moins soit une liste, soit un tuple. Donc un tuple, on va imaginer qu'une date de naissance ne va pas changer. Donc un tuple de combien d'éléments? De 3 éléments. Donc un premier élément qui va représenter le jour, un deuxième élément qui va représenter le mois, et un troisième élément qui va représenter, par exemple, qui va représenter la date de naissance, ou bien l'année de naissance, pardon. Il va y avoir un numéro d'inscription qu'on va supposer qu'elle soit entier. On va avoir des notes de module, donc on va avoir plusieurs notes, donc plusieurs valeurs. Donc par exemple, comme les notes de module probablement peuvent changer, donc on va utiliser une liste d'entiers, ou bien une liste de réels, parce qu'une note dans un module particulier, ça va pas être uniquement des entiers, ça va pas être 15 ou 5 ou 6, ça peut être des réels, par exemple 5,5 ou bien 5,25. Donc là je corrige, on va avoir une liste de réels, et puis on va dire une dernière chose, ça va être, on va définir une fonction qui va être la fonction qui va servir à calculer une moyenne à partir de quoi? À partir de la liste des notes de module. Alors, donc jusqu'à maintenant, si vous voulez, j'ai pas pour l'instant évoqué ou abordé le format ou bien la syntaxe que je vais utiliser pour définir une classe, parce que je ne peux pas créer un objet d'une classe particulière avant que cette classe soit créée ou bien définie. Donc je dois quand même définir une classe avant de créer un objet. C'est tout à fait, si vous voulez, normal. Alors, donc si vous voulez, donc sur la définition d'une classe, donc je vais utiliser le mot réservé, bien le mot clé, si vous voulez, du langage Python classe, et puis donc ma nouvelle classe, je dois lui attribuer un nom. C'est exactement, on va dire, les mêmes règles que les noms de variables, les noms de fonctions. Et à la fin, donc je vais faire 2 points. Je vais utiliser l'indentation donc pour décaler l'écriture vers la droite et pour plus ou moins dire que c'est à partir de maintenant que la définition de ma classe va commencer. Donc je vais avoir plusieurs attributs
que je peux initialiser plus ou moins, je peux leur attribuer une valeur, ou bien je peux juste on va dire les définir et les déclarer, et puis je vais mettre un vide. On va voir comment on va pouvoir faire ça. Et donc, une fois je définis tous les attributs, toutes les caractéristiques, si vous voulez, attributs, ça peut être donc une caractéristique de ma classe. Donc, je peux définir autant d'attributs que je veux. Après, je dois définir plus ou moins les méthodes. Donc, les méthodes que je vais développer. Et sur les méthodes, donc une méthode, c'est une fonction. Donc, une méthode, c'est une fonction à l'intérieur d'une classe. Donc, bien évidemment, je vais utiliser def, le nom de la méthode. Et puis, sur les paramètres, à chaque fois, je vais avoir un paramètre par défaut qui s'appelle self. C'est comme ça. Python, il est fait comme ça. Donc, le premier paramètre de n'importe quelle méthode à l'intérieur d'une classe, c'est un paramètre qui s'appelle self. Et puis, je vais virgule et donc, je mets les autres paramètres. Si, par exemple, ma méthode ne va recevoir aucun paramètre, donc je vais mettre que self. Et je ferme la parenthèse, et après j'ai deux points, et bien évidemment, l'ensemble des instructions que je vais définir dans une méthode, bien évidemment, je dois les décaler vers la droite pour dire que cet ensemble d'instructions fait partie de cette méthode, si vous voulez. Si vous voulez, l'indentation, c'est quelque chose de très très important qu'on doit à chaque fois plus ou moins utiliser et faire vraiment très très attention pour éviter toute confusion possible, si vous voulez. Et bien évidemment, et à l'intérieur d'une méthode, si je veux accéder à un attribut en particulier, donc attribut de la classe courante, donc je dois faire self, le nom de l'attribut. Donc ça, si vous voulez, plus ou moins la définition, c'est la syntaxe qu'on doit utiliser pour définir une nouvelle classe. Donc, self, donc ce paramètre doit être toujours présent en premier. Donc, c'est une spécificité de Python. C'est un paramètre par défaut. Sinon, une erreur sera déclenchée au moment de la création d'objets. Alors le reste, donc on va essayer donc déjà de définir une classe qui va représenter un étudiant. Et donc, je vais essayer de faire ça sur Spyder. Alors, pour ça, donc je vais créer un nouveau fichier, donc un nouveau module. Bien évidemment, je pouvais utiliser les modules que j'ai déjà définis auparavant, mais bon. Donc, je vais créer un nouveau module. On verra après pour le nom. Alors, qu'est-ce que je vais, donc, si vous voulez, dans ce module, je vais pour l'instant définir une nouvelle classe, donc, avec les caractéristiques et les méthodes qui viennent pour représenter un étudiant. Alors, donc, si je reviens ici, sur la diapositive, alors la syntaxe, donc la première chose, c'est de faire classe. Et puis, le nom. Par exemple, je vais l'appeler étudiant. Donc ça, c'est le nom. Je fais deux points. Et j'appuie sur la touche entrée. Donc là, si vous voulez, Spyder, logiciel Spyder a reconnu plus ou moins qu'il s'agit d'une classe. Donc c'est pour ça qu'il a inséré indentation. Si vous voulez, l'indentation ici, c'est une sorte de tabulation avec plusieurs espaces. Mais bon. Donc, le premier attribut, ça va être le nom. Donc, le nom, je peux mettre un nom par défaut, comme je peux mettre quelque chose de vide. Donc, une chaîne de caractères vide. Donc, je mets simple guillemets et vide. Donc, il n'y a rien. Je fais la même chose pour le prénom. Comme ça, donc. Et là, si vous voulez, l'avantage également de Spyder, c'est qu'ici, il a reconnu qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Donc, le fait que j'introduise simple guillemets, il va ajouter la deuxième automatiquement.
c'est quelque chose de très, on va dire, de très agréable parce que ça me permet quand même de travailler et de faire le moindre effort. Alors, donc le nom, le prénom, est-ce que j'ai d'autres attributs? Oui, donc j'ai la date de naissance. Donc là, il s'agit de, donc la date de naissance, il s'agit d'un tuple. Donc date, naissance. Le problème ici, à votre avis, quel est le problème qui va se poser? Parce que ça, là, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, donc ce que je mets ici sur les attributs au moment de leur définition sur une classe, ce sont des valeurs par défaut que ces attributs vont avoir jusqu'à ce que on décide de les modifier après au niveau de programme. Mais le problème ici, si je mets date de naissance en tant que tuple, probablement je ne vais pas pouvoir modifier par la suite parce que je vous ai dit la dernière fois sur les structures. Donc c'était quoi la différence entre une liste et un tuple? Une liste, c'est quelque chose que je peux modifier autant de fois que je veux, je peux ajouter des éléments, je peux enlever des éléments et ainsi de suite. Contrairement au tuple, où la valeur, je vais plus ou moins la mettre au moment de la définition, donc d'un tuple, et après je ne vais pas pouvoir ni supprimer, ni ajouter, ni modifier un élément. Donc là, je vais essayer dès maintenant d'éviter cela, et je vais utiliser plus ou moins, pas un tuple, je vais utiliser une liste. Donc une liste, c'est des crochets. Il faut ajouter des crochets. Et le fait d'ajouter un seul crochet, le deuxième va être ajouté plus ou moins automatiquement. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire 3 virgules. On va essayer si ça marche. Pour dire qu'il va y avoir 3 éléments. Ou je peux le laisser comme ça, par exemple. Ça, c'est pour affecter. Donc c'est une affectation pour affecter dans la date de naissance une liste qui va être une liste vide. Comme c'était le cas ici, une chaîne de caractères vide et une chaîne de caractères vide. Donc c'est ce que je fais maintenant. Alors il va y avoir également le numéro d'inscription. Donc numéro inscription, donc là je peux pas faire l'underscore, donc c'est quelque chose que je peux utiliser pour le nommage, pour le nom d'une variable, d'un attribut, le nom d'une classe, le nom d'une fonction. Inscription. Je vais par exemple initialiser par 0. Ici également sur le nom de cet attribut, donc je pouvais ajouter un underscore, date, naissance, numéro inscription. Bien évidemment, je ne peux pas par exemple utiliser le et. Le et du français, ça je peux pas l'utiliser. Il faut que j'utilise uniquement les lettres de l'anglais. Donc ça c'est pas autorisé. Alors, pour l'instant, donc j'ai combien de, si vous voulez, combien d'attributs? 1, 2, 3, 4. Donc je vais définir un dernier attribut qui va être donc les notes de module, module, que je vais également, par exemple, initialiser par une liste qui va être également vide. Donc ce sont des valeurs par défaut que je vais attribuer à ces attributs, que je vais affecter à ces attributs. Et puis, donc là, j'ai terminé la partie attributs. Donc là, par exemple, je vais définir les fonctions ou bien les méthodes qui vont être associées à cette classe. Donc moi, selon la description de tout à l'heure, je vais avoir une seule méthode, une seule fonction qui va être calculée moyenne. Qui par défaut, il y a un premier argument qui s'appelle self. Et puis virgule, donc ça dépend. Donc là par exemple,
j'ai pas besoin d'un autre paramètre parce que je vais faire une moyenne sur cet attribut ou bien sur cette liste. Donc, il représente toutes les notes de tous les modules, si vous voulez, que l'étudiant plus ou moins suit sur son cursus. Donc, je fais 2 points. Je fais comme ça. Donc là, je fais for, ou bien avant, donc je vais déclarer une variable. Donc là, je vais faire une moyenne sur une liste. Donc, la somme, ça va être, on va dire, initialisée par la valeur 0. Après, je vais parcourir toute la liste qui s'appelle note module. Donc, je vais faire for i in range de 0 à la longueur ou bien la taille de module. Donc, pour accéder à cet attribut, donc, je vais faire self point. Et là, il m'affiche donc tous les plus ou moins tous les attributs. Donc, il y a des attributs qui sont plus ou moins ajoutés automatiquement. Mais moi, ce que je cherche, c'est note module. Donc, je pouvais ici faire note. Alors, note module. Comme ça. Faire 2 points. Et donc là, je vais faire somme. On reçoit somme plus note module. Donc, je vais accéder à l'IM élément. Donc, je fais ça. Donc, une fois que je termine, donc je vais faire return. Qu'est-ce que je vais renvoyer? Je vais renvoyer la somme que je vais diviser par la longueur de cette liste pour avoir une moyenne. C'est ce que je vais faire. Alors, donc là, je vais essayer d'enregistrer ce module. Donc, je vais essayer de le sauvegarder, bien évidemment, sur alors, je vais essayer de le sauvegarder, bien évidemment, sur le dossier ou le répertoire de travail pour qu'il soit reconnu par le console, si vous voulez. Donc là, je vais l'enregistrer dans Users Added. Alors, Users, c'est où? Donc là, il suffit d'aller sur le C, d'aller sur Utilisateur, d'aller sur Added. Donc la dernière fois, si vous vous rappelez bien, on a défini un module qui s'appelait ADN, ADN.py. PY. Donc là, je vais l'appeler étudiant. Alors, donc là, il va ajouter donc étudiant.py. Donc je vais enregistrer. Maintenant, je vais essayer. Donc là, si vous voulez, le premier travail a été fait. Donc j'ai défini une classe étudiant qui reprend plus ou moins cette représentation. Donc l'étudiant va avoir quelques attributs. Donc le nom, le prénom, date de naissance, numéro d'inscription et les différentes notes. Il va avoir une seule méthode que je vais définir. Donc c'est calculer la moyenne. Donc il va calculer la moyenne à partir de la liste de toutes les notes des modules. Donc là, j'ai plus ou moins fait une première étape, c'était la définition d'une classe. Et la définition d'une classe, bien évidemment, je pouvais le faire directement ici sur l'interpréteur, sur le console. Mais je répète, l'inconvénient de cela, c'est que je vais perdre, je vais pas garder une trace. Donc le mieux, c'est d'utiliser un nouveau module et de le sauvegarder, bien évidemment, avec l'extension .py. Je pouvais utiliser le module de la dernière fois, mais bon, j'aimerais bien faire un nouveau module pour chaque exemple, pour que les choses soient plus ou moins, on va dire, plus ou moins normal, on va dire. Donc là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur le module étudiant, on me signale un petit problème. On me dit qu'il y a une erreur syntaxique. Donc là, c'est tout à fait normal parce que sur la méthode,
j'ai oublié de mettre le mot def. Donc là, je dois l'ajouter. Je dois faire def. Et j'enregistre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me signale un autre problème ici. On me dit qu'on ne reconnaît pas, on va dire, cette variable. C'est tout à fait normal. Pour accéder à un attribut, je dois faire self, et puis je mets le nom de cet attribut. Donc là, vous voyez quand même, le spider, ça vous facilite plus ou moins la vie en vous évoquant à chaque fois, si vous voulez, s'il y a des erreurs, on va dire syntaxiques, bien évidemment, qu'il faut corriger avant l'exécution. Donc là, en principe, j'ai terminé la définition. Donc j'ai défini 5 attributs et une méthode. Et plus ou moins, j'ai respecté la syntaxe que j'ai présentée tout à l'heure. Alors on continue donc les diapositives pour voir ce qu'il nous reste à faire, toujours sur la programmation orientée objet. Donc bien évidemment tout cela, on a défini un nouveau type, une nouvelle classe. Et maintenant, si on veut maintenant l'utiliser, c'est par la voie, par le biais de ce qu'on appelle un objet. Donc un objet peut être assimilé à une variable d'un type donné, donc une variable de type classe. Et puis, le fait de créer un objet, c'est ce qu'on appelle une instantiation d'une classe. C'est-à-dire, on va concrétiser une classe. On va instancier, si vous voulez, une classe. Donc, c'est la création d'objets. Alors, pour accéder plus tard, pour accéder aux attributs ou bien aux méthodes, c'est ce qu'il faut faire. Il faut utiliser le nom de l'objet, point, l'attribut, ou bien le nom de l'objet, point, le nom de fonction avec les différents paramètres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a plus ou moins utilisé cette approche, que ce soit sur les listes ou bien sur les chaînes de caractères. Donc là, je vais essayer de revenir en arrière. Vous allez mieux comprendre les choses. Donc là, je vais essayer de revenir aux chaînes de caractères. Si vous vous rappelez bien, sur les chaînes de caractères et sur les fonctions que j'ai présentées qu'on peut appliquer sur les chaînes de caractères, il y a certaines fonctions où on a déjà utilisé cette syntaxe. Vous vous rappelez bien, ici, par exemple, sur une chaîne de caractères, si on veut compter le nombre d'occurrences d'un caractère en particulier sur une chaîne de caractères, donc on faisait quoi? On faisait le nom de la chaîne de caractères, point le nom de la fonction. Et ça, si vous voulez, donc à ce moment-là, on a déjà utilisé la programmation orientée objet, donc séquence, la chaîne de caractères séquence, c'était déjà un objet. De quelle classe? De la classe str. Et puis count, donc c'est une méthode de cette classe. Donc c'est, si vous voulez, cette syntaxe, on l'a déjà utilisée auparavant. Parce que quand même, au risque de me répéter, mais c'est pas grave, je vous rappelle que donc tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on va faire dans le futur sur Python, va être avec cette approche programmation orientée objet. C'est-à-dire à chaque fois, on va avoir une classe et un objet d'une certaine classe. Et donc la classe est soit définie, soit prédéfinie. Donc définie par l'utilisateur ou bien prédéfinie qui vient, si vous voulez, plus ou moins avec Python. Et donc si nous, qu'est-ce qu'on va manipuler plus ou moins réellement? C'est un objet. Donc on va créer un objet d'une telle ou telle classe, de tel ou tel type, si vous voulez. Donc je reviens là à mon exemple, si vous voulez. Donc, j'en étais où? J'en étais ici. Alors, pour accéder, donc, il faut utiliser cette syntaxe, le nom de l'objet, point attribut, ou bien le nom de l'objet, point nom de fonction. Alors, on va faire un exemple sur la classe qu'on vient de créer. Alors, sur le console, on va utiliser le console parce que c'est beaucoup plus simple. Mais bien évidemment, je peux ici, à l'intérieur,
je peux ici à l'intérieur, je peux utiliser cette classe. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, toujours avec les bonnes, on va dire les bonnes pratiques de Python, avec cette ligne qui va rendre plus ou moins mon module exécutable. Bien évidemment, si vous enlevez cette ligne et vous faites les choses, on va dire d'une façon plus ou moins naïve, probablement vous allez obtenir le même résultat. Néanmoins, moi vraiment, je vous invite plus ou moins avec vos premiers programmes du Python, de quand même à chaque fois d'ajouter cette ligne qui est quand même considérée comme un point d'entrée à votre module de Python. Donc là, je ne vais pas vraiment rentrer en détail, mais bien évidemment, c'est une bonne pratique que je vous conseille à suivre. Donc là, je vais créer un objet de cette classe. Donc par exemple, je vais dire étudiant 1. Alors pour la création, il suffit d'écrire étudiant, donc le nom de la classe, et vous mettez les deux parenthèses. C'est tout ce qu'il faut faire, bien évidemment, pour créer un objet de base de cette classe. Donc là, je vais enregistrer et je vais essayer d'exécuter ce module. Donc là, ça me donne rien. Donc là, il a exécuté. Donc il a lancé ce module qui se trouve dans ce répertoire. Donc il n'y a rien parce que j'ai pas fait ni input ni print. Essayons maintenant par exemple, donc au moment de la création, de demander à l'utilisateur de ce programme d'introduire les différents attributs. Donc là, par exemple, on va faire print, on va faire input avec un affichage à chaque fois. Veuillez introduire le nom de l'étudiant. Par exemple, ça c'est la première entrée. Par exemple, on va demander également veuillez introduire le prénom, par exemple. Veuillez introduire le jour de naissance. Donc là, pour faire les choses simples, donc je vais demander à l'utilisateur d'introduire chaque partie de la date de naissance, on va dire séparément. Veuillez introduire le mois de naissance, input. Je peux bien évidemment faire le message que je veux, hein. Il n'y a pas de problème, parce que moi je vais lui dire juste l'année de naissance pour faire vite. Alors, numéro d'inscription. Ça, c'est dans le cas où c'est à l'utilisateur de ce programme d'introduire toutes ces informations. Donc, numéro d'inscription. D'inscription. Par exemple. Donc là, elle va exécuter. Donc, par exemple, je lui dis c'est Kashkar, c'est Adel. On va dire c'est le premier. Je vais mettre une date de naissance quelconque, 2005 par exemple. Numéro d'inscription, ça va être par exemple 153, puis entrer. Par exemple. Mais bien évidemment, l'inconvénient de faire cela, c'est que je vais lire des entrées de l'utilisateur sans les sauvegarder. Donc là, le mieux probablement, c'est à chaque fois de mettre
ce que je vais lire à partir du clavier, donc les entrées, dans l'attribut qui lui correspond. Donc là, pour accéder à cet attribut, donc de cet objet, donc c'est le nom de l'objet étudiant 1, je fais point, donc là, c'est étudiant 1, point, et donc là, par exemple, ça va être le nom, comme ça. Et la même chose pour le reste. Donc je peux faire des copier-coller, après je vais changer. Il faut quand même essayer de respecter l'indentation. Hein. Là, par exemple, celui-là, il faut le décaler. Et là, vous voyez déjà le message d'erreur. Donc, il faut quand même décaler vers la droite. Alors, donc là, bien évidemment, je ne vais pas à chaque fois utiliser uniquement l'attribut nom, mais par exemple ici, je vais avoir le prénom. Donc, prénom, il ne faut pas utiliser le « et » de français, il faut utiliser le « e », juste le « e ». Prénom. Donc là, ça va être quoi? À votre avis, ici. Le jour, donc ça va être le premier élément de date de naissance. Et puis, le deuxième, ça va être le mois, le deuxième élément, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est le numéro d'inscription. Donc je vais revenir aux dates de naissance, parce que quand même, c'est composé. Donc là, je vais faire numéro, inscription. Et là, alors je vais faire date naissance. Donc là, je vais faire point append, c'est-à-dire je vais introduire ce que je vais lire en premier, je vais le considérer comme le premier élément de cette liste. Et je vais faire la même chose pour le reste. Comme ça. Alors la programmation, probablement vous allez me dire comment faire ceci, comment faire cela, c'est pas évident, mais la programmation, il faut vraiment pratiquer, il faut tester les choses, il faut se documenter, hein, il faut faire quand même un effort personnel, bien évidemment, pour plus ou moins bien digérer ce que je vous présente au niveau de cours. Alors, donc ici, j'y reviens ici. Donc là, il s'agit, comme je sais déjà au niveau de mon programme, que je vais lire. Donc la première chose que je vais lire sur la date de naissance, c'est le jour. Donc je vais l'insérer sur cette liste. Et bien évidemment, comme la liste juste avant c'était vide, donc ça c'est le premier élément. Et puis je vais insérer le mois comme l'élément suivant, donc ça va être le deuxième élément, et puis l'année, ça va être l'élément suivant, donc ça va être le troisième élément, et puis ça c'est le numéro d'inscription. Alors qu'est-ce que je vais également demander à l'utilisateur? C'est au moins de m'introduire quelques notes de modules. Alors, supposons qu'il va y avoir 3 modules. Donc pour préciser ça, je vais utiliser ce que je vous ai déjà présenté, c'était un commentaire. Donc un commentaire, c'est quelque chose que je peux ajouter sur le programme, mais qui ne va pas avoir d'influence. Généralement, c'est utilisé pour avoir plus de compréhension, pour que mon programme soit, on va dire, compréhensible si quelqu'un d'autre va l'utiliser ou bien va le modifier pour faire autre chose. Donc là, je vais dire qu'il va y avoir 3 modules. Alors, donc toujours sur le même objet, étudiant 1, que j'ai créé ici. Donc ça, c'est une création. Donc je peux l'ajouter on va dire en commentaire, création d'un objet de la classe étudiant.
étudiant 1. Alors, c'est note module. Donc là, vous voyez, à chaque fois, il me propose des choses. Donc, je vais faire la même chose parce qu'il s'agit toujours d'une liste. Donc, append. Et donc, ce que je vais mettre ici, ce que je vais ajouter, c'est ce que l'utilisateur va introduire. Donc, c'est ce que l'utilisateur va introduire à travers le clavier. Donc, c'est ce que je vais lire, moi, à partir du clavier. Donc, je vais utiliser toujours le input. Donc, je vais dire dans le message module 1. Et donc, je vais répéter ça 3 fois. À chaque fois, je dois quand même modifier le message, que ça soit clair. Donc, module 2. Donc là, je fais copier-coller. Puis coller, module 3. Et une fois j'ai les 3 modules, je vais maintenant, donc ça, si vous voulez, tout ce que j'ai fait ici, c'était plus ou moins de mettre une valeur sur les différents attributs. Donc ça, c'est l'attribut nom, ça, c'est l'attribut prénom, date de naissance, numéro d'inscription et note module. Maintenant, je vais appeler donc cette méthode, donc de cet objet, ou bien de cette classe, pour calculer la moyenne. Donc là, je vais faire, donc je vais afficher print un message toujours, la moyenne de cet étudiant et donc je vais faire virgule, et donc ça va être le résultat renvoyé par étudiant 1 point calculer la moyenne. Et bien évidemment, il n'y a pas d'argument. Donc là, vous voyez, au moment de l'appel d'une méthode, l'argument ou le paramètre self ne va pas être précisé. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre uniquement au moment de la définition. Après, au niveau de l'appel, donc là je vais appeler cette méthode, donc je ne vais pas le préciser. Je vais faire comme si ce paramètre n'existe pas. Mais quand même, sa présence, est obligatoire au moment de la définition de cette méthode. Essayons maintenant d'exécuter, donc de sauvegarder et d'exécuter par ici, exécuter ce module. Donc là, on me demande, veuillez introduire le nom de l'étudiant. Je vais faire par exemple Keshkar. Voilà, je l'ai écrit ici, donc je vais faire. Donc je refais, donc je vais aller sur le console. Console, je vais écrire Keshkar. Alors le prénom c'est Adel. Alors le jour de naissance c'est le 1er, c'est le 5 2005 par exemple. Numéro d'inscription 153. Module 1, imaginons que j'ai eu 12, et puis j'ai eu 11 et demi, et puis j'ai eu 11 et demi. Alors, là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a problème. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, quand même, il faut savoir lire les messages d'erreur, parce que ça va vraiment nous servir à plus ou moins corriger, à débugger notre programme. Là, on nous dit unsupported operand type for plus int str. À votre avis, il est où le problème? Alors le problème, moi je vais vous dire directement, le problème se situe plus ou moins ici. Pourquoi? Parce que je vous rappelle également une chose, input, donc c'est une fonction d'entrée-sortie, d'entrée, beaucoup plus, qui va renvoyer une chaîne de caractères. Et bien évidemment, ce que j'ai introduit, ou bien ce que le programme attend, plus ou moins ici, donc ce sont des nombres, on va dire réels. Et donc, le fait d'ajouter des chaînes de caractères dans la liste note module et après au moment de l'appel de cette méthode, ça va pas fonctionner parce que j'ai pas des nombres. Je vais avoir des chaînes de caractères. Donc ici, je dois quand même faire une conversion. Et bien évidemment là, il ne s'agit pas de int, il s'agit de float. Donc il faut utiliser float comme ça.
Donc la conversion, si vous voulez, va se faire. Donc je vais convertir ce que la fonction input va me renvoyer. La fonction input va renvoyer une chaîne de caractères. Donc moi je vais convertir cette chaîne de caractères en nombre flottant, bien en nombre réel. Donc je fais comme ça. Et je fais ici float. Je sauvegarde et je refais. Alors, je vais essayer de refaire les mêmes informations. Premier, 5, 2005, numéro d'inscription 153, premier module 12, 11,5 et 11,5. Alors, on me dit que la moyenne de cet étudiant est 11,66. Donc, je peux vérifier ça. Calculatrice. Alors, qu'est-ce que pour calculer une moyenne, donc je vais faire 12 plus 11,5 plus 11,5, le tout divisé sur 3. Donc, c'est 11,66. Donc là, si vous voulez, j'ai réussi plus ou moins à avoir une bonne, on va dire un bon résultat. Donc, je récapitule. Donc là, ce que j'ai fait sur ce nouveau module, c'est que j'ai d'abord défini une classe, une nouvelle classe, et à l'intérieur de cette nouvelle classe, donc j'ai quelques attributs, et ici j'ai une seule fonction. C'est un choix, c'est une seule méthode. Donc, sur les attributs, j'ai fait le choix de les initialiser plus ou moins par des valeurs par défaut. Des chaînes de caractères, vide, une liste vide, et un 0 pour numéro d'inscription. Et sur la méthode, donc la seule méthode, on va dire plus ou moins la seule méthode explicite de cette classe, donc j'ai défini une méthode que j'ai appelée calculer moyenne, qui va faire plus ou moins sur cet attribut, notre module, qui va calculer une moyenne, on va dire normale, simple. Sur on va dire sur plus ou moins sur mon programme, j'ai d'abord créé un objet de cette classe. Donc pour créer un objet, on va dire la façon la plus simple, c'est de faire égal, donc ça va être une affectation, et donc ici je dois indiquer le nom de la classe voulue, et puis je mets deux parenthèses, puis voilà. Donc ça c'est vraiment la façon la plus simple. Vous allez voir plus tard qu'il y a d'autres façons qui vont être beaucoup plus élaborées. Et une fois je crée, donc je crée cet objet, je vais avoir la possibilité de changer ses attributs ou bien d'utiliser ces méthodes. Donc là, par exemple, j'ai fait le choix à chaque fois de demander à l'utilisateur de ce programme de m'introduire les différents attributs, de m'introduire dans un premier temps le nom, le prénom, et puis les dates de naissance, numéro d'inscription et les notes du module. J'ai fait l'hypothèse qu'il y a uniquement 3 modules pour simplifier les choses. Donc là, tout ce que j'ai fait ici, c'était l'accès l'accès aux différents attributs que j'ai. Et puis, une dernière chose, donc c'était plus ou moins d'appeler la méthode de cet objet, bien la méthode de cette classe, donc qui était calculer la moyenne sur cet objet. Bien évidemment, là, par exemple, je peux écrire un autre étudiant, étudiant 2. Donc, ça va être on va dire un nouvel objet, toujours de la même classe. Et je refais plus ou moins, ou bien par exemple ici, je peux, lui, directement, sans passer par les entrées, par exemple pour le nom, ça va être, je ne sais pas, je vais lui attribuer un nom directement au niveau de programme, sans demander à l'utilisateur d'introduire quoi que ce soit. Par exemple, là, je sais pas comment je vais l'appeler, je vais l'appeler Abd par exemple, et puis toujours sur le même objet, donc étudiant 2,
faire prénom, par exemple je vais l'appeler Mounir. Après sur la date de naissance, donc étudiant de, donc la date. Donc là, Spider, si vous voulez, vous propose les différents, plus ou moins. Une fois vous commencez à introduire le nom de l'attribut, il va donc vous proposer directement, parce qu'il a reconnu, parce que la définition est ici. Donc la date de naissance, pour la date de naissance, donc j'ai supposé d'utiliser une liste avec 3 éléments. Par exemple, je vais dire premier, par exemple 12 2003, par exemple. Alors, donc là, ça c'était la date de naissance. Numéro d'inscription, donc toujours étudiant. Donc là, par exemple, je ne peux pas mettre directement numéro d'inscription. Je peux pas, bien évidemment, je peux pas faire ça. Ça, je peux pas le faire. Ça, je peux pas, on va dire, conceptuellement, je peux pas le faire. Parce que, tout simplement, je ne sais pas quel est l'objet que je suis en train ici d'utiliser. Donc, si vous voulez, un attribut ne peut pas être vu tout seul. Un attribut fait partie toujours d'une classe ou bien fait partie toujours d'un objet. Donc ici, je dois quand même préciser qu'il s'agit de l'objet étudiant 2. Point. Alors, donc c'est un numéro d'inscription. Alors, pour les notes, étudiant 2, point, donc note, module, donc toujours 3 modules. Donc je vais faire l'hypothèse qu'il va y avoir un 15. Donc on va dire que ça c'est un étudiant meilleur que le premier. Donc 16. Et puis 17,5 par exemple. Et par exemple donc la moyenne, par exemple si on va modifier le message de l'étudiant 1. Puis on va afficher plus ou moins le même message, mais je vais modifier. Donc je vais faire la moyenne de l'étudiant 2 et donc là j'ai fait une moyenne simple. Hein. J'ai plus ou moins fait l'hypothèse que tous les modules possèdent plus ou moins le même coefficient. Donc je vais faire étudiant 2. C'est terminé, donc je sauvegarde. Je refais, je réexécute. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a un problème ici, donc je vais faire juste le 1. Comme ça. Je relance. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, je vais quand même garder les mêmes informations. Pardon. Donc, c'est ici qu'il faut introduire les informations. Donc, Eshkar, Adel. Donc, c'était le 1. 5, c'était 0,5, 2005, numéro d'inscription c'était 153, mon premier module donc c'était 12, et puis 11,5, puis 11,5. Alors la moyenne de l'étudiant 1, c'est 11,66, et puis la moyenne de l'étudiant 2, que j'ai introduit sur le programme lui-même sans demander à l'utilisateur quoi que ce soit, donc c'était 16,16. Alors je peux vérifier. Hein. Donc 15 plus 16 plus 17,5, ça va être 48, donc le tout divisé sur 3. Donc c'est 16,16. C'est ce qui est affiché ici. Donc là, si vous voulez, c'est un petit exemple où j'ai pu faire la définition d'une classe et puis la création d'objets et comment accéder aux différents attributs et aux différentes méthodes d'un objet en particulier. Bien évidemment, au moment de donc, la création, donc je vous ai présenté une façon, mais c'est pas la seule. On verra plus tard, probablement au moment des TP
on va dire beaucoup plus sur du Python, on va voir d'autres façons qui vont nous permettre de créer d'objets d'une classe en particulier. Donc là, j'ai pratiquement terminé la partie programmation orientée objet, mais bien évidemment, il y a d'autres aspects de Python 3 qu'on n'a pas pu aborder, mais bien évidemment, je vous invite à se documenter, donc si vous êtes intéressé. Il y a par exemple sur la programmation orientée objet, il y a d'autres concepts qu'on n'a pas pu aborder, tels que les propriétés, l'héritage, le polymorphisme. Il y a également quelque chose de très très important qu'on retrouve pratiquement dans tous les langages de programmation, c'est comment gérer les erreurs d'exécution. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion d'exception. C'est quelque chose de très très important pour vraiment présenter un programme performant. C'est un programme donc, qui va répondre à une problématique donnée, mais qui va également pouvoir plus ou moins gérer les erreurs au moment de l'exécution. Il y a également un autre aspect qu'on n'a pas pu aborder, c'est comment enregistrer des fichiers à partir d'un programme, comment enregistrer un fichier, comment lire un fichier, ainsi de suite. Ce qu'on n'a pas pu également aborder, c'est comment faire une interface graphique. Si vous voulez, nous, pour l'exécution, pour plus ou moins échanger et utiliser un programme, on utilisait beaucoup plus, on utilisait au départ l'interpréteur par défaut, ou le console. Et ça, si vous voulez, c'est une première déjà approche, mais il y a ce qu'on appelle les interfaces graphiques, c'est-à-dire le fait d'avoir une fenêtre comme celle-ci avec les boutons, utiliser on va dire le curseur et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les interfaces graphiques. Donc c'est également un aspect qu'on peut aborder sur Python. Tout ce qui est base de données, la gestion de base de données, tout ce qui est Internet, réseau, utiliser Python 3 sur d'autres systèmes d'exploitation tels que Android, tels que Macintosh, ainsi de suite. Donc ça, si vous voulez, ce sont des aspects qui sont disponibles sur Python 3 que vous pouvez retrouver facilement. Et généralement, si vous voulez, chaque aspect, on lui associe pas mal de modules. Et là, si vous voulez, une fois vous avez vraiment les notions de base sur Python 3, vous allez pouvoir utiliser tous ces aspects, je vais dire, facilement et simplement parce que à chaque fois vous allez importer des modules, vous allez les utiliser, vous allez utiliser des classes, vous allez déclarer des objets de telle classe pour pouvoir utiliser ces aspects si vous voulez.